Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un cours sur les formes linéaires. On va considérer un espace vectoriel E avec le corps commutatif qui sera R ou C. Donc ça sera K qui vaudra R ou C, donc on parlera de scalaire et non pas de réel ou de complexe. Vous adapterez en fonction de la situation. Cette première partie, ça va être sur les formes linéaires en dimension quelconque. Donc tout ce que je vais dire sera valable pour la dimension des dimensions infinies ou des dimensions finies. On fera une deuxième partie spécifique à la dimension finie. Donc, première chose, qu'est-ce que c'est qu'une forme linéaire? Une forme linéaire, c'est une application linéaire de E dans notre corps K. D'accord? Donc ça veut dire que si on prend une application donc F qui va de E donc dans K, par exemple ça peut être de E dans R, je vais vous donner plein d'exemples après, et bien ça s'appelle une forme linéaire. Donc on dit que F appartient donc à L de E dans K, et il y a un autre nom pour ça. Cet ensemble donc, de formes linéaires s'appelle le dual de E. Et on le note ici avec un E et une petite astérisque, donc E étoile. Donnons tout de suite quelques exemples pour clarifier la situation. Alors, des exemples. On va prendre des exemples d'abord très simples. Plaçons-nous par exemple dans R2. Alors on est en dimension finie. Et on va considérer l'application phi qui a x, y associe par exemple x plus y. L'image de x, y, c'est bien un réel. Donc ça, c'est une forme linéaire donc sur R2. Sur R3, avec R4, etc. Vous pouvez faire la même chose. Prenez x, y, z et vous associez eh bien, 3x plus 4y plus z, par exemple. Il faut deux choses. D'abord ici, que ça soit un réel, ou ici un complexe en fonction de votre corps choisi, et il faut aussi que ça soit linéaire. N'oubliez pas, on ne peut pas mettre 3x carré, par exemple. Donc ça, c'est l'exemple classique sur les espaces R2, R3 qui vont nous amener à illustrer ça avec des équations de plan, des équations de droite. Ensuite, on peut travailler avec des ensembles qui sont des fonctions. Donc on peut prendre par exemple les fonctions continues donc, sur de AB dans R, par exemple. Ça, c'est dimension infinie. Et on peut prendre phi qui a une fonction f associe l'intégrale, par exemple, de A à B, de f de x, dx. Ça, c'est un réel. L'intégrale est bien linéaire, donc vous venez de former ce qu'on appelle une forme linéaire, donc sur l'espace des fonctions continues sur AB. Un quatrième exemple, par exemple, je peux prendre l'espace E, l'espace des fonctions donc dérivables, donc C1 avec une dérivée continue, donc dérivable de R dans R, par exemple, on va prendre simple. Et à phi, on peut associer, par exemple, l'application qui a une fonction associée, par exemple, le nombre dérivé en 0, ou le nombre dérivé en 2, ou le nombre dérivé en 3. Tout ça, ce sont des formes linéaires, puisque les images sont ici des réels. On pourrait avoir aussi des complexes. Voilà. Première petite démonstration, une forme linéaire est nulle ou surjective. Donc, on va prendre d'abord phi, donc appartenant donc à E étoile, le dual de E. D'accord? Alors si phi est nul, évidemment, c'est une forme linéaire, puisqu'à chaque élément, elle associe 0. Donc, on va prendre phi non nul. Donc, soit phi appartenant à E étoile non nul. D'accord? Si elle est non nulle, ça veut dire qu'il existe un élément A de E tel que phi de A est différent de 0. On veut montrer que phi est surjectif. Donc, je dois prendre un élément, un scalaire, lambda, donc appartenant à K, et je vais prendre avec lambda non nul. Je sais que lambda égale 0, c'est atteint, d'accord? C'est atteint par phi de 0, par exemple. Phi de 0 égale 0, donc 0 a un antécédent. Ce qu'il me faut, c'est les antécédents quand lambda est non nul. Alors je vais prendre quel élément de E qui a pour image lambda? Comment faire? Eh bien, regardez, je vais prendre phi, et je vais prendre A, je vais le multiplier par lambda, et je divise par phi de A. Quelle est l'image de cet élément de lambda A sur phi de A? Par linéarité, c'est phi fois donc lambda sur phi de A, ça c'est un corps scalaire fois A. Donc, ici je sors lambda, je sors phi de A, et il me reste ceci. Et phi de A sur phi de A, ça se simplifie, il me reste lambda. Donc effectivement, tous les scalaires non nuls ont bien un antécédent, au moins qui est lambda sur phi de A. Donc, effectivement, phi est surjective. Tous les éléments de K sont bien atteints. Maintenant, on va définir des formes linéaires assez spéciales, ce qu'on appelle les formes linéaires coordonnées d'indice i. Alors, on est dans notre espace
donc vectoriel E, hein, et on va considérer une base bêta ici, donc, alors ici, c'est la base des EK avec K appartenant donc à I, hein, qui est un sous-ensemble de N. Voilà. Ça peut être une famille infinie. Ici, on n'est pas forcément en dimension finie. Eh bien, on va construire une forme linéaire, hein, coordonnée d'indices, c'est-à-dire qu'elle va travailler sur la ième coordonnée. Hein. Donc, je vous explique tout de suite. On prend x1, x2, x3, etc. jusqu'à xn. D'accord? Eh bien, notre forme linéaire coordonnée d'indice i va renvoyer uniquement la coordonnée d'indice i. Oui, c'est assez simple. Alors, son nom, lui, il est un petit peu plus compliqué. Enfin, sa notation. On va l'appeler donc e, i, et on va rajouter notre petite étoile. D'accord? Pour rappeler que c'est une forme linéaire, d'accord, qui travaille sur la ième coordonnée. Donc, elle s'appelle la forme linéaire coordonnée d'indice i. Alors, elle est particulière, celle-là. Quand je prends EI de l'élément EI, c'est-à-dire, alors là, il faut être un petit peu calme, c'est donc ici des zéros, il y a un 1 ici, il y a des zéros partout, sauf, hein, sur la ième coordonnée, d'accord? Eh bien, puisque notre fonction, notre forme linéaire travaille uniquement sur la ième coordonnée, elle va renvoyer un 1, d'accord? Et ensuite, si je prends ici un élément qui n'est pas EI dans la base, eh bien, ça va renvoyer 0. Ici, E étoile I de E, J. Alors, ici, donc, je vais prendre plutôt K comme dans la proposition. K. Avec K différent de I, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Ça va me renvoyer la ième coordonnée de EK, mais EK, sur sa ième coordonnée, il y a un 0, puisque EK, en fait, ici, si vous voulez, il y a des zéros partout. Alors, je ne sais pas où est la km, on va la mettre ici. Mais ailleurs, ce sont des zéros partout. D'accord? Ça, c'est la km coordonnée qui vaut 1. Par contre, si je regarde la im, qui est peut-être ici, elle vaut forcément 0. Donc ici, on vient de fabriquer des formes, enfin une forme ici linéaire, qui, pour chaque élément de la base comique, renvoie 0, sauf pour le i, pour l'élément 1, qui correspond à EI. Deux petits exemples. Je prends donc E égale R3, et sa base canonique E1, E2, E3. Eh bien, E2 étoile, par exemple, de l'élément 1, 3, E5, eh bien, ça va me renvoyer 3, c'est-à-dire la deuxième coordonnée. Prenons, par exemple, l'espace des polynômes. Base canonique, alors ici, on va prendre donc la base des x puissance i, d'accord, avec i appartenant à grand N. Donc, on a, en fait, ça fait 1, puis x2, etc., 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 voilà. Hein. Ici, mes formes linéaires coordonnées, par exemple, je peux prendre x carré avec sa petite étoile. D'accord? Alors, pour pas qu'il y ait des mélanges, on peut mettre des parenthèses. Ça veut dire qu'on va garder le coefficient du terme au carré. Donc, si je prends par exemple ici x3 plus 2x2 moins 4x plus 1, eh bien ça va me renvoyer le coefficient qu'il y a devant x2, c'est-à-dire 2. Vous voyez, c'est assez simple finalement. On continue avec une nouvelle définition, la notion d'hyperplan. C'est juste vraiment du vocabulaire. On appelle un hyperplan de E tout noyau d'une forme linéaire non nulle. D'accord? Donc vous prenez une forme linéaire non nulle, bien son noyau, ça s'appelle un hyperplan. Maintenant, on va montrer une propriété très importante. On prend donc H, un sous-espace vectoriel de E. Eh bien, H est un hyperplan de E. Si et seulement si, eh bien, H est en somme directe avec une droite vectorielle. Donc on va démontrer ça. Alors il y a du si et seulement si, donc on va faire dans les deux sens. Donc première partie, on va supposer que H est un hyperplan. Donc, on va de gauche à droite. Donc, on suppose H hyperplan de E. D'accord? Alors, si c'est un hyperplan, eh bien, d'après la définition, ça veut dire qu'il existe donc, hein, soit phi, hein, donc appartenant au dual de E, donc linéaire de E dans K, une forme linéaire, telle que, eh bien, donc H égale ker de phi. Alors ici, il faut trouver une droite vectorielle qui est en somme directe avec H. Alors, ça veut dire qu'ici, hein, les éléments de H ont tous une image nulle par phi. Or, phi est non nul. Phi est non nul, hein, parce que ici, la définition d'un hyperplan, c'est forme linéaire non nulle. Donc ici, phi appartient au dual et je vais rajouter non nul. Donc, phi étant non nul, il existe un élément de E tel que phi de A
est différente de 0. D'accord? Et on va appeler D, soit D, la droite vectorielle, donc ici, engendrée par A. On va montrer que D et H sont donc en somme directe. Première chose, l'intersection doit être réduite à l'élément 0. Donc ici, on prend X appartenant à D inter H. Donc premièrement, ça veut dire que X appartient à H. Donc, phi de X est égal à 0, puisque H, c'est le quart de phi. Ensuite, X appartient à D. Donc, il existe lambda appartenant à K, tel que X est égal à lambda fois A, parce que c'est la droite vectorielle engendrée par A. Donc, X est un multiple de A. Ça veut dire qu'ici, avec ça, donc, phi de X est égal à phi de lambda A, c'est-à-dire par linéarité lambda phi de A. Alors, phi de A est différent de 0. On a phi de X égale 0. Donc, ça veut dire que lambda fois phi de A est égal à 0, avec un phi de A qui est différent de 0. Donc, ça veut dire que c'est lambda qui fait 0. Et comme lambda vaut 0, eh bien, si vous remplacez, ça veut dire que x est égal à 0 fois, donc x est égal à 0. Donc, effectivement, première chose, D inter H est bien réduit à l'élément 0, donc de R3. Pas de R3, pardon, ici, on est dans E, pardon. Maintenant, on va montrer que tout élément de E s'écrit comme une somme de D et de H. Alors, on va d'abord faire au brouillon pour montrer qu'on peut trouver tout seul. Je vais donc dire, le but c'est d'écrire X comme étant égal à lambda plus H. Donc, ça veut dire qu'ici, phi de X, ça sera donc par linéarité phi de lambda A plus phi de H. Phi de H, ça doit être égal à 0. D'accord? Donc, on trouvera que phi de X égale lambda phi de A. Donc, comme phi de A est non nul, eh bien, ça veut dire qu'on va prendre lambda égale phi de X sur phi de A. Conclusion, l'idée, eh bien, c'est de poser X égale phi de X sur phi de A fois A plus H. Et donc, ici, eh bien, de prendre le nombre H comme étant égal à X moins phi de X sur phi de A fois A. On rédige. On dit donc, soit X appartenant à E. X est égal à, et regardez ce qu'on vient de faire, à X moins phi de X sur phi de A fois A plus phi de X sur phi de A fois A. Et on met des petites parenthèses. On a bien déjà ce terme-là, qui est un scalaire fois, ça appartient bien à la droite vectorielle, puisque c'est un multiple de A. Ensuite, l'autre partie, c'est-à-dire celle-là, je vais calculer son image. Phi de X moins phi de X sur phi de A fois A. Par linéarité, ça fait phi de X moins phi, donc de phi de X sur phi de A fois A. Encore par linéarité, phi de X sur phi de A, c'est un scalaire, ça peut sortir. Et ici, il me restera dedans que le A, donc phi de A. On simplifie par A, vous avez phi de X moins phi de X, ça donne 0. Et ça veut dire que notre nombre, il a une image par phi qui est nulle, donc il est dans le quart de phi. Donc X, quelconque dans E, s'écrit bien comme somme d'un élément de H et d'un élément de D. Ça veut dire qu'ici, effectivement, si on prend D plus H, on obtient bien E. L'intersection est vide, donc D et H sont en somme directe. On a donc montré le sens de gauche à droite. Retenez bien cette idée ici du phi de X sur phi de A, on va s'en resservir assez souvent. Maintenant, on va aller de droite à gauche. Donc, on suppose il existe D, une droite vectorielle, donc on va dire que, forcément, ça sous-entend que c'est engendré par un élément A, d'accord, A non nul de E, voilà, et elle est telle que D plus H est égal à E. Objectif, montrer que H est un hyperplan de E, donc montrer que H est le noyau d'une forme linéaire. Maintenant, on va utiliser une propriété qu'on avait déjà vue sur les sommes directes, quand on va finalement fabriquer une application linéaire en la définissant sur chacun des sous-espaces vectoriels qui sont en somme directe. Donc je vais la définir sur D, la définir sur H. Alors sur H, c'est très facile. Donc on va conduire soit donc phi 1 de H dans ici K, tel que donc phi 1 ici de X est toujours égal à 0. Donc c'est application nulle sur H. Mais allant dans K. Ensuite, soit phi 2 de D dans K
avec, alors on va définir l'image d'une base. Une base de D, c'est juste A, donc ici, il suffit de donner l'image de A. Je vais prendre, par exemple, phi de 2A égale à 1. Voilà, et maintenant, eh bien, je crée phi, hein, donc allant de E dans K, tel que eh bien, la restriction de phi à H est égale à phi 1, et la restriction de phi à D est égale à phi 2. Et en faisant ça, eh bien, vous avez créé une forme linéaire qui va être bien pratique pour notre hyperplan H. Maintenant, ben, on va montrer, donc montrons que H est égal à ker de phi. Tout d'abord, hein, pour tout x appartenant à h, phi de x est bien égal à 0, par définition, par construction de phi 1. Donc, ça veut dire que eh bien, h est inclus dans ker de phi. Donc, on va procéder par double inclusion. On a fait la première, maintenant, on va dans l'autre sens. On prend donc soit x appartenant à ker de phi. On a la somme directe. Ça veut dire que hein, il existe donc lambda et h tel que x est égal à lambda fois a plus h, d'accord? Et h, évidemment, appartient à grand H. Et lambda, c'est un scalaire. Je regarde phi de x. Phi de x, bon, c'est dans le ker, donc déjà, c'est égal à 0, mais c'est aussi égal à phi de lambda a plus phi de h. H est dans h, donc on sait que phi de h, ça fait 0. Il me reste ici, donc 0 égale lambda phi de a. Donc lambda est égal à 0. Et donc, si je regarde x, ça me fait x égale h. Donc, x égale h, autrement dit, x appartient à h. Donc, ker de phi est inclus. Je l'écris ici, ker de phi est inclus dans h par double inclusion. H est inclus dans ker de phi est inclus dans h, donc h égale ker de phi. Et la démonstration est terminée. L'intérêt de cette propriété, c'est quand vous avez comme ça une forme linéaire, hein, eh bien, son noyau a un supplémentaire qui est une droite vectorielle. Voilà, ça peut être utile et ça le sera. Alors un petit exemple, toujours l'exemple le plus simple, on va se placer dans R3. On va considérer H, alors on va mettre au hasard, hein, on va mettre l'ensemble donc des x, y, z appartenant donc à R3, tel que par exemple x moins y plus z égale 0. Donc ici, eh bien, il faut que je trouve une droite vectorielle qui est supplémentaire avec h. D'accord? Donc ici, eh bien, c'est simple. Il faut imaginer que la forme linéaire dont il est question, c'est donc x moins y plus z. D'accord? On va eh bien, essayer de trouver un élément qui n'est pas dans le ker. Donc il suffit de prendre par exemple a égale à 1, donc 0, 0. Hein. Phi de a, vous voyez, est égal à 1. D'accord? Ça veut dire qu'ici, eh bien, en considérant D, la droite vectorielle, donc, engendrée par A, eh bien, on a ici H qui est en somme directe avec D. Et donc, ça fait R3. Et une propriété qui en découle assez simplement, c'est que si H est un hyperplan de E, et si vous trouvez un élément qui n'est pas dans H, autrement dit un élément dont l'image est non nulle, eh bien, la droite engendrée par cet élément, donc le vectoriel de A, eh bien, est en somme directe avec H. Donc il suffit de trouver un élément dont l'image est non nulle pour avoir une droite vectorielle en somme directe avec votre ker. Et ça va servir pour démontrer la dernière propriété hein, ici de cette vidéo sur les formes linéaires en dimension quelconque. Quand on prend deux formes linéaires non nulles qui ont le même ker, eh bien elles sont proportionnelles, autrement dit, hein, l'une est multiple de l'autre. Alors démonstration. Donc phi et psi sont linéaires non nuls. Donc déjà, phi est non nul. Il existe un A appartenant à E tel que phi de A est différent de 0. Donc on considère D, hein, la droite vectorielle engendrée par A. Donc d'après ce qu'on a vu, D est en somme directe avec H, d'accord? Puisque ici, ker de phi est un hyperplan, que D est une droite vectorielle, d'accord, avec un élément qui n'est pas dans l'hyperplan, donc on a une somme directe. Et bien sûr, H, hein, c'est le ker donc de phi et aussi le ker de psi. Maintenant, on va essayer de trouver la valeur de lambda. Donc aussi, on a phi de A qui doit valoir lambda fois psi de A. Donc par division, ça fait phi de A sur psi de A. Alors vous pouvez me dire, pourquoi est-ce qu'on peut diviser par
psi de A, parce que je vous ai dit que A, son image était non nulle par phi, donc il n'appartient pas au Caire de phi, donc il n'appartient pas au Caire de psi, donc phi psi de A est différent de 0. Alors maintenant, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va comparer phi et lambda psi. On sait qu'en A, elles sont égales avec notre valeur de lambda. Eh bien, maintenant, on va le montrer. On va montrer qu'elles coïncident sur D, qu'elles coïncident sur H. Elles coïncident donc sur deux espaces supplémentaires. Et donc, on avait une propriété qui dit que dans ces cas-là, eh bien, ce sont les mêmes. Donc ici, on va commencer sur H. On prend un élément petit h appartenant à H. Phi de H est égal à 0 parce que H, c'est le Caire ici de phi. Et ensuite, lambda phi de H, c'est aussi égal à 0 parce que psi de H, c'est 0. H est dans le Caire de psi. Donc ici, OK. Donc ces deux formes linéaires sont les mêmes sur H. Ensuite, sur D. On prend donc un élément de D. Donc on prend alpha fois A. Avec alpha, un élément de K. Je regarde. Combien vaut psi de alpha A? Ça vaut alpha fois donc phi de A. Et ensuite, lambda. Alors lambda, je vais mettre sa valeur. J'avais dit que c'était phi de A sur psi de A multiplié par psi de alpha A. Ici, on sort le alpha. Il va vous rester phi de A sur psi de A fois phi de alpha, phi de A, et le alpha est sorti. C'est un scalaire. Les phi de A se simplifient, il me reste alpha, phi de A. Et donc il reste la même chose. Donc conclusion, sur D et sur H, ces deux formules sont les mêmes. Donc ici, eh bien, phi est égal à lambda, psi avec le lambda que j'avais choisi ici. D'accord? C'est un joli raisonnement. Et vous voyez qu'on commence à réutiliser des choses. Petit à petit, voilà, des raisonnements se mettent en place qui vont nous servir dans plein de démonstrations. Donc voilà à peu près tout ce qu'on peut dire sur les formes linéaires en dimension infinie. Alors la suite, elle va être intéressante parce que maintenant, on va s'intéresser aux formes linéaires en dimension finie. Et vous allez voir que rien qu'avec le théorème du rang, ça va nous amener des informations supplémentaires. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin de journée en espérant que ça vous ait plu. Pas évident à faire, mais elle est faite, celle-là. Donc, la suite pour bientôt.